Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va travailler sur le document des 100 questions. C'est un document de Jean-Michel Panet, donc c'est un professeur de mathématiques qui a son propre site web qui se nomme Maths à distance. Puis ça, vous pouvez chercher en ligne. Il y a plein de ressources des C1, de la pratique, des C2 pour secondaire 4 et 5 en SN. Puis je trouve que c'est une très belle ressource. Puis ce document-là a été élaboré par d'autres professeurs aussi de d'autres écoles. Donc, je tiens à les remercier parce que c'est une très, très belle ressource de révision pour la fin d'année, pour le secondaire 5. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque question, on a une identification des concepts qui sont ciblés. Et ces concepts-là sont ciblés proportionnellement à la quantité qu'on les retrouve souvent en examen. Donc, pour, par exemple, les opérations sur les fonctions, il y en a peu parce qu'il n'y en a pas vraiment aux examens finaux. Mais pour les vecteurs et des lieux géométriques, il y en a un peu plus. Et il y a 40 situations qui sont un peu plus longues. Donc, c'est un petit peu comme des mini C1. Et on y retrouve également 60 situations un peu plus courtes qui sont des choix de réponse. Donc, on peut commencer avec le 1. Donc, la règle de la fonction f est fx est égal à moins 2 racine carrée de x moins 4 plus 72. Donc là, ce qu'on a en fait, c'est une fonction racine carrée. Puis cette fonction-là, c'est important de toujours faire une esquisse avant de résoudre sur quoi que ce soit. Donc là, on me demande sur quel intervalle la fonction f est-elle positive. Donc, la première étape, ça serait de faire l'esquisse de cette fonction-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que elle a différents paramètres qui agissent sur le look un petit peu du graphique. Donc là, si on écrit la fonction, on va dire, avec les paramètres type, donc on a A, B, H et K, on va voir ce que chaque paramètre fait. Puis pour ça, on peut laisser faire les paramètres H et K vu qu'on sait que c'est tout simplement des points de départ. Donc c'est un petit peu comme ça pour la plupart des fonctions. Donc on va se concentrer sur les paramètres A et B qui sont le plus souvent mélangeants. Donc le paramètre A et le paramètre B, c'est ce qui va vraiment faire varier le plus le look de la fonction. Donc, est-ce que ça va la faire, on va dire, la faire monter comme ça, ou bien faire une réflexion sur l'axe des Y. Donc là, bien sûr, on a pris H est égal à 0 et K est égal à 0. Et le paramètre B, est-ce que ça va faire une réflexion sur l'axe des X? Donc, sur le graphique de droite, on sait que c'est la fonction vraiment de base, c'est que c'est un A positif et un B positif, comme ça. Et là, on va pouvoir écrire A, B pour chaque, puis vraiment essayer de comprendre la logique derrière pour savoir comment est-ce que les signes influencent le look de la fonction. Donc, on peut y aller un signe à la fois. Si, par exemple, on s'imagine une racine carrée de 4, on sait que ça donne 2. Mais si on s'imagine une racine carrée de moins 4, on sait qu'il va falloir rajouter un moins pour que ça soit valide. Parce qu'on sait qu'en secondaire 5, en tout cas, on ne voit pas de chiffre imaginaire, on ne voit pas de fonction imaginaire. Donc, il va falloir que le paramètre B soit négatif pour pouvoir accommoder ce changement de signe. Donc, ce que ça va nous indiquer, c'est que le paramètre B va permettre de faire une réflexion sur l'axe des Y. Donc, par exemple, si on a un moins 4, pour que ça fonctionne, il faudrait que le B soit négatif. Donc, il va juste falloir le réécrire à gauche. Donc, ici, comme je le mets, B est négatif. Puis, donc c'est ça. Donc, c'est pour les deux graphiques des cadrans 2 et 3. Puis, ensuite, pour le paramètre A, donc l'analyse du paramètre A, si par exemple, on a racine de 4, encore une fois, ça donne 2, mais moins racine de 4, ça va donner moins 2. Donc, on a, en bon français, un input de 4 qui est positif, puis on a un output qui est négatif. Donc, ça, ce que ça fait, c'est une réflexion par rapport à l'axe des X. Donc,
input positif, output négatif. Donc, c'est ce qui fait varier. Donc, ici, on a un plus pour le cadran 2 et un moins pour le cadran 3. Donc, maintenant qu'on a vraiment analysé les paramètres qui sont très importants de la fonction racine carrée, on va pouvoir procéder à la résolution de ce problème. Donc, concrètement, ce qu'on nous demande, c'est une fois qu'on aura fait l'esquisse, ça va être de trouver à quel endroit est-ce que la fonction devient négative, donc à quel moment est-ce qu'elle est plus basse que l'axe des abscisses. Puis, bon, d'abord, pour faire l'esquisse, on voit que le A est négatif. Donc, on aurait un K et un B positif. Donc, on aurait un K du quatrième cadran. Donc, ça, c'est quand même un bon signe. Ça veut dire que la fonction aura un petit peu ce look. Donc, que nécessairement, elle va devoir être négative à un moment ou à un autre. Puis, puisqu'on voit que le H et le K ils sont des valeurs positives, c'est qu'on va débuter en positif, puis on va tomber en négatif. Donc, sur quel moment est-ce que la fonction va être positive? Ça va être à partir du sommet, donc le H et le K, juste ici, jusqu'à un moment donné que ça va avoir une intersection avec l'axe des abscisses. Ça. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on peut éliminer le choix numéro 1 parce que c'est sûr qu'à un moment donné, elle va devenir négatif. Donc, l'image va être négative. Donc là, également, par élimination, c'est-à-dire qu'on est obligé de partir du sommet. Donc, notre sommet en X, c'est 4. Donc, on peut éliminer les autres choix qui ne sont pas 4. Donc, moins 4 pour le B. Puis moins 4 également pour le C. Donc, la seule réponse plausible restante, ça serait le D. Donc, ça, c'est la réponse D. Ensuite, question des vecteurs. Quelle est l'orientation du vecteur? D'accord. Toujours, pour ce genre de questions de vecteurs, toujours en esquisse, on part, les composantes sont 0, moins 2. Donc, c'est comme si on descendrait de moins 2 comme ça. Donc, si je fais d'une autre couleur, le vecteur ressemblera à ça. Donc là, ce qu'on sait en fait des vecteurs, c'est qu'on commence toujours à faire l'angle à partir du cadran 1, habituellement. 2, ça c'est le 3, et le 4. Donc là, ça c'est l'angle du vecteur, donc c'est 360 moins 90, ce qui va faire 270 ici. Et bon, 270, donc c'est comme si, ou bien on peut dire 90 fois 3, ce qui revient au même, qui donne 270. Donc là, on peut commencer par éliminer les réponses. Donc, ce n'est pas la réponse D, absolument pas. C'est pas la réponse C, c'est pas la réponse B. Et donc c'est la réponse A. Donc, le format en fait de la réponse A, c'est moins 90. C'est juste pour dire que c'est comme 90 degrés, mais dans les négatifs. Puis, honnêtement, c'est pas une notation qui est préconisée. C'est mieux de l'écrire au complet comme ça, 270 degrés. C'est plus simple. Ensuite, question 3, encore sur des vecteurs. La norme des vecteurs U et V est respectivement de 50 et de 24 unités. L'angle entre ces deux vecteurs mesure 60 degrés. Quel est le produit scalaire entre U et V? Donc là, deux choses. Il y a 2 points qui sont importants ici. Pour le produit scalaire, on connaît 2 formules qu'on connaît bien. On a U fois V, puis ça serait égal à U1 fois V1 plus U2 fois V2. Donc ça, c'est lorsqu'on a les composantes. Donc, c'est quand on a les composantes et c'est plus simple en fait d'utiliser ça. Puis bien entendu, le résultat ici va être un scalaire. Donc un scalaire, ce que ça veut dire, c'est un nombre tout court. Donc il y a pas de direction, c'est comme par exemple 5 pommes, c'est un scalaire. Ensuite, la deuxième, on commence de manière similaire, U fois V. De la même manière en fait.
et on prend la norme de chacun des vecteurs et on multiplie par l'angle entre les deux. Et ça, c'est quand on a les normes et l'angle entre les vecteurs. Ça, c'est important, entre les vecteurs. Et bon, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut passer de la méthode 1 à la méthode 2. Donc, on peut prendre les informations qu'on a à la méthode 1 pour arriver à la méthode 2, mais on peut pas vraiment faire le contraire. Et bon, on va y aller ici sur notre problème. On nous dit on nous donne les normes. Donc, 50 et 24 et l'angle. Bien entendu, toutes ces manipulations-là se font en degrés. Donc, on a 50 fois 24 fois cos de 60. Juste de faire la calculatrice. 50 fois 24 fois cos de 60. Ce qui va nous donner 600 unités. Donc, c'est 600. Pour analyser les réponses, bon, ça n'aurait probablement pas été ni ça vu que c'est assez petit, donc ce sera entre ces deux-là, donc 600, mais c'est un calcul assez simple, il n'y a pas vraiment d'interrogation à avoir là-dessus. Ensuite, ici, voici une expression trigonométrique. À quel rapport trigonométrique cette expression est-elle équivalente? D'accord. Ça, c'est assez intéressant comme question parce que ça nous permet de faire des manipulations trigonométriques et ce genre de choses, il faut être confortable pour les faire, rendu au cégep, surtout calcul différentiel, mais surtout intégral, je dirais, c'est assez important. Donc, tan, tan θ, on sait que c'est sin θ sur cos θ. Bon, bien entendu, c'est important de mettre toutes ces identités-là dans la feuille de notes, donc les identités trigonométriques. Puis, bon, c'est comme ça. Ici, donc, sin θ sur cos θ fois, on va juste remplacer à chaque endroit, fois sin θ plus sin θ fois cos θ fois cos carré θ sur sin θ. Bon, ces problèmes-là, il y a plusieurs façons de les faire. Il n'y a pas qu'une façon. Par exemple, quelqu'un aurait pu mettre en évidence le tan θ comme ça, puis après ça, s'occuper du sin au dénominateur, mais sinon tu peux toujours le séparer comme j'ai fait, puis continuer la démarche. Ensuite, on va... ces problèmes-là, ils requièrent un petit peu de créativité, donc c'est juste ce qui est un peu plus difficile. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est séparer la fraction. Donc, il y a un dénominateur commun, puis une addition, donc on peut faire sin θ fois sin 2 θ sur cos θ sur sin θ plus sin θ sur cos θ fois cos de θ sur sin θ. D'accord. Là, on peut faire des simplifications. Sin, il part, et on enlève l'exposant. Et on a que cos, il part, et on enlève l'exposant. On réécrit. Donc, on enlève l'exposant. Donc, ça va être... On aurait pu faire ça en une étape, mais c'est correct pour la clarté. Sin divisé par cos θ plus sin θ fois cos θ sur sin θ. Rendu ici, on peut
Ça et ça va partir. Et ça va être au carré. Donc, donc sin de θ sur cos θ plus cos θ. Bon, cos θ, il serait sur 1. Donc, pour arriver au même dénominateur, on pourrait multiplier par cos en haut et en bas. On a le droit parce que c'est comme ça s'annulerait, donc on ne brise aucune règle. Donc ça va bien. Donc, on aurait sin de θ sur cos θ plus cos carré sur cos θ. Et là, dénominateur commun, on additionne. Donc, ça va faire sin de θ plus cos de θ sur cos θ. Ça, on sait que c'est égal à 1. C'est l'identité pythagoricienne. Donc, ça va faire 1 sur cos θ, comme ça. Et ça serait égal à 50. Donc, choix de réponse 50, c'est pas ça. Et bon, ok. C'est possible de faire l'autre méthode. Vous pouvez passer au prochain exercice si vous êtes confiant, mais je peux vous montrer l'autre méthode pour s'il y a des gens qui veulent se revérifier avec l'autre méthode. Donc, celle que j'ai vue, c'est qu'on peut mettre en évidence le tan θ et garder sin carré plus cos carré. Faire ça sur sin θ. Ça, c'est égal à 1, puis c'est une multiplication, donc on garde un tan. Tan θ sur, c'est un tan, sur sin θ. Et là, ce qu'on peut faire, c'est séparer la multiplication. Donc, tan. En fait, la division, c'est une multiplication sur 1 sur le nombre. Donc, 1 sur sin θ. Et ensuite, on peut casser le tan, le mettre en sin et cos. 1 sur sin θ. Ça et ça donne 1 sur cos θ. Ce qui donne sec θ. Donc, tous les chemins mènent à Rome. C'est juste qu'il y a des choses qui prennent moins d'étapes. Comme ça, c'était vraiment plus court. Donc, on peut juste réarranger. Voilà. Pas laisser de case de côté. Ok. Quelles sont les solutions de l'inéquation? Là, on a 3 valeurs absolues de x moins 4 plus 2. Et ici, ça, c'est plus petit que 26. Donc, bon, ça, le plus important, selon moi, c'est l'esquisse. Donc, on va faire un esquisse. Le h, donc les différents paramètres. Le h, c'est 4 et le k, c'est 2. Donc, ici, on a un 2 puis un 4. C'est à peu près comme ça. Et ça, c'est positif. Donc, ça va être vers le haut. Comme, à peu près comme ça. Puis ici, on a un 26. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir deux solutions. Comme ça. Et on dit que c'est quand que ça, c'est plus petit que 26. Donc, c'est quand, en fait, ça va être pour les valeurs de x qui sont vraiment plus petites que 26. Donc, ici, ça va être pour les valeurs de x dont les valeurs y sont plus petites que 26. Donc, ici, mettons, on a un input x. Ben, sa valeur y
il faut qu'elle soit plus petite que 26. Donc, c'est pour ça que notre réponse, on prend des x, quelque chose comme ceci. Donc, ça serait concrètement, là, vraiment concrètement, ça serait cette zone-là à l'intérieur. Donc, toutes ces valeurs de x ici. Donc, là, résolution. Donc, pour la résolution, il y aura une petite affaire qui va être de particulier. C'est que, en fait, on a affaire à une fonction valeur absolue. Donc, il y a comme deux branches qu'il faut considérer quand on va faire la résolution. Donc, on peut faire trois. On peut y aller de cette méthode-là, où le but de la méthode, c'est d'isoler la partie qui est en valeur absolue, plus 2. Puis, bon, on va mettre un égal. On va changer ça pour un égal. Puis après ça, on va expliquer la logique après. 26. Et là, on va isoler en envoyant le 2 de l'autre bord. Comme ça. Puis là, on divise par 3. Est égal à 8. Et là, il y a une partie positive et une partie négative. Partie positive, ça se traite comme d'habitude. Donc, ça serait x est égal à, si on envoie ça de l'autre côté, ça serait x est égal à 12. Puis la partie négative, ça serait, c'est comme si on mettrait un moins devant. Donc, ça serait moins x, moins 4. C'est comme si on assumerait que ça pourrait être négatif à l'intérieur, comme ça. Le résultat pourrait être négatif. Pour avoir toutes les possibilités. Donc, ça c'est le plus, puis c'est le moins. C'est égal à 8. Donc, x moins 4 est égal à moins 8. Plus, donc x est égal à moins 4. Donc, on peut, bien évidemment, pas juste qu'on peut, c'est qu'il faudrait le faire. On pourrait valider notre solution obtenue. Donc, euh, donc ici, on va prendre, mettons, le 12. 3, 12, moins 4, plus 2. Donc, ça fait 3. Valeur absolue de 8, ça change pas. Ça reste comme ça. Donc, ça donne bel et bien 26. Donc, ici, c'est sûr qu'on va avoir un. Ça, c'est un 12, c'est ça. Donc, c'est sûr que on va avoir un 12 à quelque part. Donc, on peut déjà éliminer ce qu'il n'y a pas. Comme ça. D'accord? Et ensuite, on va tester notre autre réponse. Et ça va être 3 moins 4. Moins 4 plus 2. Donc, 3. Ça va faire moins 8. Plus 2. Et ça va donner bel et bien 26. Donc, c'est ça. Ça, c'est vraiment l'explication pourquoi on a rajouté un négatif ici en faisant notre résolution. C'est parce que il faut considérer les deux cas. Il y a ce cas-là ici que ça donne un positif, puis il y a ce cas-là ici que ça donne un négatif. Puis comme on sait, la valeur absolue, ça met tout en positif, donc il faut considérer les deux. Donc là, ça, c'est notre ensemble solution. Donc là, il faut considérer, ça va être quoi? Est-ce que ça va être des parenthèses ouvertes ou fermées? Donc, les solutions. Donc ça veut dire que ça va être des parenthèses ouvertes pour dire qu'on exclut ces valeurs-là. La raison, c'est qu'il faut regarder ici le symbole. Lorsqu'on a un symbole plus petit que ou plus grand que, mais sans le égal, j'ai bien dit sans le égal, il va falloir obligatoirement exclure les valeurs parce que quand on teste ces valeurs-là, ça nous donne la valeur 26. Mais nous, on veut plus petit que, on veut strictement plus petit que, donc il va falloir exclure ces valeurs-là. Et c'est un petit peu l'explication. Donc, ça c'est moins 4 et 12, pas celle-là.